Bonsoir, dans l'actualité ce soir, c'est parti pour la semaine du numérique en Guinée. Des poids lourds des nouvelles technologies se sont donné rendez-vous à Conakry pour booster le secteur avec des financements innovants. Et puis la menace de débrayage est arrivée dans le domaine de la boulangerie en Guinée. Un accord est enfin trouvé entre le ministère du Commerce et l'Union des boulangers de Guinée. La quintessence du contenu de ce document, c'est dans Guinée Info. Enfin, les principes du traitement de l'information par un média public, c'est la toile de fond d'une session de formation à l'intention des journalistes de la RTG Koulouma. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État a présidé ce matin à l'ouverture officielle de la semaine du numérique. L'événement est à sa 3e édition. Des panels, projections de films documentaires et l'organisation d'un concours doté des milliards de francs guinéens vont meubler la semaine. Mohamed Lamine Souma, Boubacar Souma, Mandiou Sidibé. La Guinée a désormais sa propre fabrique d'ordinateurs Made in Guinée, vue et appréciée par le président Alpha Condé. C'est la principale innovation de la semaine du numérique en Guinée, 3e édition placée sous la présidence du chef de l'État. La semaine du numérique est une forme de salon qui expose les progrès du numérique et présente les possibilités qu'offre le numérique, des possibilités à même d'impulser le développement de l'entrepreneuriat en Guinée. Ce que vous voyez là, c'est une structure métallique avec 2 mm d'épaisseur d'acier exactement. Il a des haut-parleurs, il a un écran incassable, il a une imprimante où on ne change pas d'encre par exemple. Ce sont des imprimantes, des thermal printers qui brûlent sur le papier exactement. Et normalement, nous avons aussi l'onduleur. Et là, l'ordinateur peut rester 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais l'avantage, l'innovation dans cet ordinateur, c'est de prendre par exemple un kiosque normal, de le comprimer, de pouvoir tout mettre dans une boîte qui n'a que 7 cm d'épaisseur. Mais de plus, un système d'énergie hybride. Il prend le 220 volts, tel que vous le voyez là, mais aussi il y a l'entrée 12 volts. Donc avec un panneau solaire de 100 watts ou de 200 watts, vous pouvez placer ce kiosque exactement en plein sur un pont de Madina ou bien à Yomu, à Zérékoré, à Labé. Il marchera exactement. La semaine du numérique vise à amener les jeunes à s'impliquer activement dans la mise en œuvre des applications numériques adaptées aux besoins locaux, des besoins liés au développement de l'agriculture, l'élevage et les PME, par exemple. Le développement de la Guinée ne se fera pas sans l'avènement d'une jeunesse dynamique, entreprenante et innovante. Cette jeunesse, qui représente plus de la moitié de la population, joue un rôle économique et social déterminant, puisqu'elle constitue un moteur de croissance pour l'économie en général et l'économie numérique en particulier, en stimulant la créativité, l'innovation et la demande intérieure. Mais pour faire émerger l'économie numérique, un tissu de start-up et de PME formelles, nombreuses et innovantes, est le maillon indispensable à construire. Les PME, en plus d'être le principal outil économique permettant l'émergence de cette jeunesse, contribuent à la réduction du chômage des jeunes, diplômés, non diplômés, à l'innovation tout en étant le meilleur vecteur de contribution de la richesse créée, facteur essentiel de stabilité sociale. Conscient de ces enjeux, le gouvernement guinéen a mis en place un prix d'excellence qui met en compétition 18 jeunes talents. Il a pour objectif d'impulser le développement du numérique en Guinée en mettant un accent particulier sur la formation et l'entrepreneuriat. S'il y a un domaine que le numérique bouleverse, c'est bien la création d'entreprises. Les nouveaux outils apportent une nouvelle façon d'entreprendre, plus légère, plus coopérative, plus ouverte sur le monde et plus créative, autant dans les produits proposés que dans l'organisation du travail. Excellence, Monsieur le Président de la République, le numérique ne se contente pas de stimuler les nouveaux business. Il fait aussi évoluer les modes d'entrepreneuriat. Ainsi, le rôle central des startups dans l'économie numérique appelle l'analyse de leurs dispositifs de création, de financement et d'intégration à notre environnement. Nous devons pouvoir donner aux futurs entrepreneurs une visibilité stratégique pour accroître leur capacité à innover, investir et exporter sur le marché qui, demain,
bénéficiera d'une forte croissance. Face aux défis du développement accéléré de notre pays, le président Alpha Condé mise sur l'informatisation de l'administration guinéenne. Vous savez que l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles. La première à cause de l'esclavage qui a vidé l'Afrique de ses forces vives. Les 2 autres à cause de la colonisation. Aujourd'hui, nous avons la 4e révolution industrielle. Il est extrêmement important que l'Afrique soit à ce rendez-vous de la 4e révolution industrielle. Pourquoi? L'accélération de l'histoire et de technologie va permettre à l'Afrique, si elle maîtrise la 4e révolution, de rattraper son retard par rapport aux pays les plus avancés. En effet, grâce aux nouvelles technologies, là où les gens ont mis 20 ans, 30 ans, nous mettons peut-être 2 ans, 3 ans. Mais cela suppose que notre jeunesse, nos femmes, maîtrisent les nouvelles technologies. Le ministre est content parce que le taux de pénétration des téléphones est passé de 18 à 38%, l'Internet de 1% à 35%, la fibre optique de 4500 km. Mais je ferai remarquer le Rwanda à combien de kilomètres carrés par rapport à la Guinée. Et le Rwanda a déjà 4000 km de fibre optique. Ça veut dire que si nous devons nous comparer, ce n'est pas 4000, c'est peut-être 15 000 ou 20 000 km de fibre optique, si on veut. Parce que, vous prenez je crois que les Rwandais connaissent le nombre de kilomètres carrés du Rwanda par rapport à la Guinée. Donc si on n'a que 500 km de plus que le Rwanda, ça veut dire qu'on est encore très très loin de nos objectifs, monsieur le ministre. Nous avons 2 handicaps aujourd'hui pour la nouvelle technologie. Il faut informatiser l'administration. Malheureusement, la plupart des fonctionnaires guinéens d'un certain âge ne connaissent pas les nouvelles technologies. Donc c'est un handicap que nous allons dépasser avec le rajeunissement de la fonction publique et l'intégration des jeunes. Le deuxième, c'est la maîtrise de l'anglais. Nous sommes un pays francophone. Malheureusement, l'essentiel des nouvelles technologies, c'est la langue anglaise. Donc il est important que nous commencions à enseigner l'anglais dès l'école primaire. Ce n'est pas un crime d'être francophone. Malheureusement, les nouvelles technologies, tout le monde sait aujourd'hui, lorsqu'on va à Davos, tout le monde parle anglais, y compris le président français qui parle anglais. Donc, il est extrêmement important que notre jeunesse maîtrise l'anglais. C'est une volonté fondamentale pour l'Afrique d'être au rendez-vous de la 4e révolution industrielle. C'est pourquoi nous allons tout faire pour mettre au service de la jeunesse guinéenne la maîtrise de nouvelles technologies. Nous avons un prix que nous avons doté d'1 milliard. Je pense que ce n'est pas suffisant. Pour encourager les jeunes, peut-être il faut tripler pour que le plus de start-up puissent avoir accès. Les défis, 35% d'Internet, c'est très faible, monsieur le ministre. J'espère que d'ici 2 ans, vous allez dire que nous sommes à au moins à 70%, j'espère. Et nous allons voir de nouveau si nous n'allons pas faire d'autres accords pour que nous doublions le nombre de kilomètres de fibres optiques. Car si nous voulons lutter contre l'exode rural, il faut que le jeune Guinéen qui est dans le fin fond du village ait les mêmes avantages que le jeune Guinéen qui est à Conakry. S'il a accès à l'Internet, s'il a accès à la télévision et à toutes les nouvelles technologies, il n'a pas besoin de venir grandir le nombre de chômeurs dans les quartiers populaires de Guinée. Ensuite, je pense que nous allons rattraper notre retard, comme je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, à l'accélération de l'histoire et de nouvelles technologies, évidemment, à condition que nous avons l'énergie. Parce que qui dit nouvelles technologies, s'il n'y a pas d'énergie, évidemment, il n'y a pas de nouvelles technologies. C'est pourquoi nous avons fait de notre bataille aujourd'hui au niveau de l'Afrique, l'accès à l'énergie. À peu près 7 Africains sur 10 en Afrique sud du Sahara n'ont pas accès à l'énergie. Donc la bataille aujourd'hui, c'est de maîtriser l'énergie. L'énergie renouvelable, bien sûr, mais l'énergie renouvelable prend du temps, les barrages. Donc il faut que nous mélangeons l'énergie mixte, c'est-à-dire l'énergie renouvelable et les énergies fossiles. Au fur et à mesure de la maîtrise de l'énergie renouvelable, nous cesserons d'avoir les centrales thermiques. Mais en attendant, nous avons besoin de marcher sur nos 2 pieds, donc d'avoir l'énergie mixte. Pourquoi nous avons dit aux partenaires, c'est bien les énergies renouvelables, nous sommes d'accord pour les barrages, l'énergie solaire et éolienne, mais nous devons aussi continuer à utiliser les énergies fossiles
et progressivement, ils resteront la place de l'énergie renouvelable. Voilà donc la bataille principale, maîtrise des nouvelles technologies, mais surtout maîtrise de l'énergie, qui va nous permettre de transformer notre agriculture, notre industrie, nos enseignements. Voilà donc ce que je dis à la jeunesse guinéenne. À mon arrivée, on avait à peu près 115 mégawatts d'électricité. D'ici 2020, nous aurons 1000 mégawatts, c'est-à-dire 10 fois plus que la Guinée de 1927 à 2010. Voilà ce qui va permettre à la jeunesse guinéenne de maîtriser de nouvelles technologies. Un film documentaire d'une durée de 5 minutes ayant trait au thème choisi, le numérique au service de l'entrepreneuriat, a été projeté. Ce mardi, le chef de l'État était aussi dans certaines unités industrielles, 5 au total, situées dans la périphérie de Conakry. Professeur Alpha Condé allait s'enquérir des conditions de travail et du respect des cahiers de charge dans ces différentes unités industrielles. Sanassi Keita. Le président de la République dans les unités de production industrielles du pays. Ce mardi 17 avril 2018, professeur Alpha Condé est à Koya, précisément dans la sous-préfecture de Manéa. 5 usines de cette localité ont eu l'honneur d'être visitées par le chef de l'État pour comprendre leur mode de fonctionnement. Première usine à ouvrir ses portes au président Alpha Condé est bien celle de Topaz. Dans cette usine de fabrication de sachets plastiques, domestiques et industriels, le président de la République a visité avec une attention soutenue toutes les installations. Ici, les responsables de l'usine ont mis cette visite à profit pour expliquer au professeur Alpha Condé le mode de fonctionnement de cette unité industrielle du pays qui emploie à ce jour plus de 1900 personnes. À nos jours, nous sommes à 1975 travailleurs, dont 46 femmes. Elles roulent à feu continu, 24 heures sur 24, sur 5 équipes. Il y a un groupe général qui travaille de 8h à 16h, les 4 autres de 8h à 16h, 16h à 23h, 23h à 8h. Elle produit des matières plastiques. Dans la sous-région, nous avons 4 pays qui sont ravitaillés à partir d'ici. Vous avez le Mali, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Sierra Leone. Elle couvre également toute l'étendue du territoire au point de vue besoin en matière de plastique. Juste après cette usine de production de sachets plastiques, domestiques et industriels, nous voici dans cette autre unité industrielle de la société Topaz Multi-Industrie. C'est une unité de production de tuyaux PVC et accessoires. Là également, le président de la République a pris tout son temps pour contempler toutes les différentes installations de cette unité industrielle qui a une capacité de production de 45 tonnes de tuyaux PVC et accessoires par jour. Ici, nous avons une capacité de production actuelle de 45 tonnes par jour et nous nous apprêtons en tout cas à augmenter cette capacité-là. 40% de notre production est exportée vers les pays de la sous-région. Ici, on a en emploi direct, nous avons 68 personnes qui travaillent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en emploi indirect, nous avons plus de 300 personnes. Sodefa est la 3e unité industrielle à accueillir le président de la République. C'est une usine de fabrication de plusieurs matériaux de construction, tels que les points, les fers à béton, les contreplaqués, les brouettes et tant d'autres. Ici, le président de la République a visité toutes les unités de production des différents matériaux de construction. C'est Sodefa, société de fabrication de fer d'Afrique. Elle a pour objet principal la fabrication de tous les matériaux ferreux de construction. Mais au fil du temps, elle a élargi ses activités par la fabrication des meubles métalliques. Les meubles métalliques, les lits métalliques, les chaises métalliques et autres. Mais principalement, l'atelier que vous êtes en train de visiter maintenant, c'est les tubes carrés. Quand j'ai dit la fabrication de tous les matériaux ferreux de construction, ici, l'atelier la fabrique les tubes. Tubes carrés, tubes rectangulaires, tubes ronds et tout. Mais ce que vous voyez là, c'est parce que
notre patron, il est le président directeur général d'un certain nombre de sociétés. Sodefa, Forêt Forte, Willy Kakimbo, Willy Mining et Castor. Donc cet atelier, on fabrique les tubes carrés, rectangulaires et ronds. L'usine, la capacité de production, même installée déjà, on a élargi, même installée au moment de l'installation, la capacité couvrait toute la sous-région. Parce que maintenant, on exporte les tubes, on exporte les fers vers la Sierra Leone, vers le Libéria, vers le Mali et tout. Toujours dans la sous-préfecture de Manéa, le président de la République arrive dans cette autre unité industrielle, MMEI, Mamamadi Établissement International. L'usine est spécialisée dans la fabrication d'articles plastiques, notamment des chaises, bouilloires et chaussures de tous les modèles, féminins et masculins. Vivira Câble est la dernière étape de ce marathon du chef de l'État. Là également, professeur Alpha Condé a visité toutes les installations de cette unité industrielle de fabrication de fils et câbles électriques. L'usine Vivira est la première unité de production de fils et câbles électriques utilisés dans tout type de bâtiments, des fils et câbles qui répondent aux standards internationaux. Nous avons actuellement une capacité de production de plus de 6000 rouleaux par jour, mais comme vous le constatez, nos installations sont grandioses, donc nous avons la capacité de multiplier ou de doubler cette production quotidienne de 6000 rouleaux par jour. Après avoir touché du doigt les réalités de toutes ces unités industrielles, le président de la République souligne. Nous avons visité 4 usines. La première, c'est Topaz. Et dès que j'ai été élu en 2011, j'ai décoré à Choc. Parce que c'est l'une des rares qui a eu confiance à la Guinée pour faire, c'est l'une des rares usines. Donc je l'ai décoré. Ensuite, je lui ai demandé, parce qu'on était créé en 2002, mais je lui ai demandé maintenant qu'il faut qu'il change de dimension et d'étape. Il fabriquait seulement les trucs comme les brouillettes, etc. J'ai dit qu'il faut qu'il change et qu'il commande de nouvelles machines pour avoir une capacité beaucoup plus large de production. C'est ainsi que lorsque nous devons faire la fibre optique avec Huawei, Huawei voulait commander les tuyaux en Inde. J'ai demandé à Choc s'il est capable de faire le même tuyau. Il m'a dit oui, de lui donner le temps de commander des machines en Allemagne. Il a commandé des machines, il l'a fait, et le tuyau était aussi performant que le tuyau fabriqué en Inde. Donc les 4500 km de fibre optique posés par Huawei a été fabriqué à partir d'ici. Donc c'est des usines qui sont beaucoup modernisées pour couvrir la production de la Guinée. Ça c'est Topaz. Ensuite nous avons visé ce départ qui existait aussi avant. On a demandé de le moderniser. D'abord nous avons demandé qu'ils s'adaptent pour faire des biodégradables parce que nous voulons interdire le plastique. Il faut que ça soit des papiers plastiques qui soient biodégradables, c'est-à-dire qu'on peut détruire. Parce que vous savez que le plastique est très mauvais pour l'environnement, parce que ça bouche le trou, etc. Donc aujourd'hui, il a fait venir des machines qui font du biodégradable. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la Guinée, pour ses besoins de conditions couvre l'ensemble, le ciment, le fer à béton, les points, tout est fabriqué en Guinée. Donc on n'a plus besoin d'importer pour nos constructions. Maintenant, nous avons visité aussi notre usine faite par un Guinéen Kaba, qui fait les bouilloires, qui fait les chaussures plastiques, etc. et des chaises. Mais lui, il a besoin d'être accompagné pour avoir un accompagnement bancaire, pour changer aussi de dimension. Ici, Topaz fabrique les fers à béton et tout ce qu'il faut pour les bâtiments à l'extérieur. Maintenant, lui, il fabrique des choses en cuivre, ça c'est pour l'intérieur. Donc on est en train de voir si sa capacité de production peut couvrir les besoins de la Guinée. Alors on va faire comme on a fait pour la farine et le ciment, c'est-à-dire on va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'importation. Parce que quand on fait une usine en Guinée, quand l'usine est compétitive et peut couvrir les besoins de la Guinée, on protège l'usine. Donc on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'importation, ce qui est admis par l'OMC comme c'est admis dans le cadre de la CEDEAO. Donc le ministre de l'Industrie et la douane sont en train de travailler pour voir ses capacités. Donc voilà, donc nous avons aujourd'hui notre capacité, vous avez vu les usines de ciment, ce que nous avons vu aujourd'hui, ça dit qu'on n'importe plus que faire le fer à béton, les pointes, tout dont nous avons besoin pour construire en Guinée et faire désormais en Guinée. L'emploi des jeunes et des femmes est aussi l'un des aspects clés que le président de la République soutient dans toutes ses unités industrielles.
Aujourd'hui, ils produisent pour la Guinée, ils exportent dans les pays voisins, Mali, Sierra Leone, Libéria, etc. Ils demandent d'augmenter leur capacité de production. Vous savez, avec le développement des mines et de l'industrie, et de l'agro-industrie, nous allons avoir besoin de plus en plus de production. Donc il faut qu'ils augmentent leur capacité de production. Ça veut dire aussi qu'ils augmentent à la fois le nombre d'emplois directs, mais aussi le nombre d'emplois indirects. C'est ça, donc c'est pourquoi notre discussion tourne autour de là, pour que leur capacité de production soit doublée, parce que les besoins de la Guinée, vous voyez, on construit partout, et comme on va construire à l'intérieur aussi, et ensuite avec les usines qui vont venir, et nous avons notre plan quinquennal 2017-2020, qui a obtenu 21 milliards. Donc il faut que les usines soient en mesure de faire face à nos besoins. Donc il faut qu'ils agrandissent leur capacité de production, ce qui va augmenter le nombre de travailleurs directs et aussi indirects. Si l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes est soutenue par le président de la République dans toutes ses unités industrielles, Professeur Alpha Condé veille aussi scrupuleusement sur leurs conditions de travail. D'abord, je constate aussi qu'il y a des travailleurs qui travaillent sans gants. Et je leur dis que si demain, parce que là, le sous-traitant n'est pas sérieux. Il fait, certains ont des gants, d'autres n'ont pas de gants, ils travaillent sur le pointe. Donc tout ça, nous allons voir, parce que vous savez, avec la situation du travail, nous allons voir la situation de tous les travailleurs d'abord, qu'ils soient bien protégés. Vous ne pouvez pas travailler avec sur les pointes sans avoir des gants, parce que ça peut vous piquer. Ensuite, il faut aussi qu'on voit leurs droits. Parce que très souvent, vous savez, comme il manque d'emplois, très souvent les gens acceptent des emplois sans être protégés. Désormais, toutes les usines que nous visitons demandent au travail quelles sont les conditions de travail, est-ce qu'ils sont protégés, est-ce qu'ils sont assurés, à la sécurité sociale pour qu'en cas de maladie ils soient couverts, etc. Tout ça, le ministre de l'Industrie va repasser de nouveau parce que nous avons des gens qui sont des usines clandestines qu'il faut polluer, on va les fermer tous. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est des usines modernes qui respectent l'environnement, la pollution et qui donnent des protections au travail. Toutes les entreprises doivent cotiser à la sécurité sociale pour que leurs travailleurs soient protégés. Donc l'inspection du travail va passer dans toutes les usines pour vérifier effectivement si toutes les usines sont, d'abord quelles sont les conditions de travail, deuxièmement s'ils sont tous assurés. Parce qu'aujourd'hui nous voulons une assurance universelle, c'est-à-dire que l'ensemble des travailleurs soient assurés à 100% pour s'ils tombent malades de leur famille. Donc l'inspection du travail avec le ministre de l'Industrie vont passer dans toutes les usines que nous avons visitées pour regarder si ces conditions sont remplies. Le président de la République a par ailleurs insisté auprès de tous ses responsables industriels de veiller surtout au respect strict des normes internationales. Professeur Alpha Condé leur a enfin promis son soutien nécessaire pour assainir le climat des affaires afin d'augmenter leur production avec le but ultime d'offrir à une frange importante de jeunes des emplois permanents accompagnés par des salaires décents. Dans le reste de l'actualité, la menace de débrayage est arrêtée dans le domaine de la boulangerie. Le ministre du Commerce et l'Union nationale des boulangers de Guinée ont enfin trouvé un accord. La structuration de la chaîne de distribution et de vente du pain, l'accès au crédit et la formation des boulangers sont entre autres points contenus dans ce document signé par les deux parties. Les détails avec Maurice Sidibé. Après plusieurs heures de négociations, le ministère du Commerce et l'Union nationale des boulangers de Guinée parviennent à un accord. La menace de grève annoncée pour mercredi est évitée à quelques jours du mois saint de Ramadan. Les boulangers se réjouissent de l'accord. Les points que nous avons revendiqués, tout est déjà pris en compte par monsieur le ministre du Commerce, avec monsieur le président de la Fédération nationale des artisans de Guinée, avec les industriels, avec le secrétaire général de CNTG, avec le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Parmi les points de l'accord, la formation continue des boulangers, l'équipement, l'accès au crédit, l'harmonisation du prix de la baguette et la structuration de la chaîne de vente du pain dans le pays. Unanimement, toutes les parties prenantes ont unanimement décidé de lever le mot d'ordre de grève qui était projeté pour le mercredi. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est avec satisfaction que nous annonçons au nom du chef de l'État pour le remercier très sincèrement pour l'initiative, la volonté politique et l'instruction qu'ils nous ont donnée pour travailler dans le sens de ces accords-là. Le remercier, mais aussi en son nom et au nom du Premier ministre, annoncer à l'ensemble du peuple de Guinée que le mot d'ordre de grève a été levé et les boulangers, comme d'habitude, se sont engagés à continuer à produire du pain pour toute la population guinéenne et du pain de bonne qualité, ainsi que les industriels aussi
se sont engagés à continuer à produire de la farine de très bonne qualité pour l'ensemble des bénéficiaires. Après la signature de l'accord, les boulangers se sont rendus dans certaines unités de production de farine de la capitale. Le laboratoire, le pont bascule et le service emballage les ont particulièrement intéressés. La qualité de la farine produite sur place est appréciée. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale s'ouvrent à Washington. La Guinée présente à ces assises qui interviennent au lendemain de la première revue du programme de facilité élargie de crédit. Quelques observations sont relevées par la mission, mais qui a exprimé son espoir face à la tendance forte de la Guinée. Georgia Albertin, la chef de la mission du FMI, est au micro de notre reporter Kiernos Mandialo. L'objectif de notre mission, c'était de commencer la revue de la performance économique de la Guinée dans le contexte du programme soutenu par la Facilité élargie du crédit qui a été signé à fin décembre 2017 entre la Guinée et le Fonds monétaire international. Il s'agit d'un programme sur 3 ans, un programme qui va donner un débursement complexive de 170 millions de dollars et pour laquelle il y a été déjà un déboursement de 25 millions de dollars à fin décembre 2017. Donc l'objectif de cette mission, c'était véritablement de regarder à la performance économique de la Guinée au cours de l'année 2017 et donc d'apprécier les évolutions et de l'autre côté de discuter avec les autorités guinéennes les grandes orientations de politique économique pour le 2018 et le futur. Donc on a pu apprécier concernant l'évolution économique au cours de l'année 2017 encore une croissance très forte qui va continuer pour la Guinée. On a vu une augmentation de la croissance en 2016 autour de 10%. On s'attend à une croissance autour de 8% encore pour l'année 2017 et qui ça devait rester autour de 6-7% pour l'année 2018. Donc la Guinée est en train de bénéficier d'une période de croissance élevée qui est en partie tirée par la grande production qui se retrouve dans le secteur minier. On a noté aussi une certaine augmentation de l'inflation au cours de l'année 2017 qui a été soutenue notamment pour une augmentation de prix des produits alimentaires. Un autre point important à souligner, c'est sûrement la bonne évolution des réserves internationales, l'augmentation des réserves au cours de l'année 2017, qui a aussi été tirée par des exportations minières très buoyantes au cours de l'année 2017, qu'on s'attend vont continuer au cours de l'année 2018. Au niveau de la politique, je dirais, des résultats budgétaires, on a vu des faiblesses par rapport aux résultats qu'on s'attendait à cause de plusieurs facteurs qui ont joué en termes de recettes qui se sont retrouvées à être plus bas qu'attendu et des dépenses qui ont été plus élevées. Mais on a aussi pu apprécier les efforts et les mesures que déjà les autorités ont mises en place au cours des premiers 2 mois de l'année 2018 pour s'assurer que la politique budgétaire soit en ligne avec une bonne stabilité macroéconomique. Ça m'amène à parler enfin de la partie vers le futur, de l'analyse et de la revue. Et c'est véritablement la discussion de l'ensemble des politiques économiques qui vise à soutenir l'objectif de créer une croissance plus inclusive, de réduire la pauvreté, mais tout en gardant la stabilité macroéconomique. Ça, ce sont les grands objectifs des politiques économiques des autorités que le programme souhaite soutenir. Donc il y a véritablement, et on a bien apprécié l'engagement des autorités d'orienter ces politiques en termes de stabilité macroéconomique, donc la volonté au niveau de politique budgétaire de continuer dans les efforts d'une bonne mobilisation des recettes, tout en maîtrisant les dépenses. Sûrement au niveau de la politique monétaire, la volonté d'une politique monétaire qui reste calée à garder une inflation modérée et l'objectif de continuer à accumuler des réserves importantes afin de réduire les vulnérabilités de la Guinée. On a aussi eu l'opportunité de discuter le côté, je dirais, des politiques sociales, dans le sens que l'importance qu'on donne en termes de donner plus de ressources internes à faveur des programmes sociaux qui favorisent l'inclusion, qui réduit la pauvreté, et les réformes structurelles qui puissent améliorer le climat des affaires, améliorer la gouvernance pour soutenir le développement du secteur privé. Donc dans le contexte de ces discussions, on a bien sûr eu l'occasion et l'honneur de rencontrer les autorités guinéennes. On a aussi eu l'opportunité de parler avec les représentants de la société civile, les entrepreneurs qui nous ont donné la possibilité d'avoir un aperçu plus complet de la situation économique guinéenne.
Vous suivrez un reportage à grand format sur les conclusions de cette mission du Fonds monétaire international juste après ce journal. Une session de formation à l'intention des journalistes sur les principes du traitement de l'information par un média public. La rencontre s'est tenue ce mardi à la RTG Coloma. L'initiative s'inscrit dans le cadre du mois de la radio nationale. Bernard Tonguino. C'est une rencontre d'échange entre professionnels de la radio et la télévision nationale. Au centre des débats, la ligne éditoriale de la RTG. La rencontre est animée par Mohamed Condé, universitaire et journaliste de formation. L'exposé a permis d'aborder largement les différentes recommandations de la ligne éditoriale de ces médiums publics. Une manière d'édifier davantage les journalistes dans leur rôle de traitement et de diffusion de l'information publique. Quand le secrétaire général a défini d'abord la ligne éditoriale, il a dit que c'est la raison pour laquelle le média est créé. Et il a donné les grandes lignes, il a donné les grands axes de la ligne éditoriale. Moi, personnellement, je suis édifié. Ce matin, je suis vraiment heureuse de suivre cette formation parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a formé encore de plus et comprendre réellement ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Et ça a été un rappel pour nous parce que quand il s'agit de journalisme, on a peut-être exercé pendant des années, mais dire qu'aujourd'hui, nous devons nous positionner par rapport à tout ce qui concerne le développement du pays, c'est vraiment nécessaire. Merci aux conférenciers et de perpétuer cette différente formation pour les jeunes que nous sommes. Cette séance d'échange marque le coup d'envoi d'une série de formations initiées par la Direction générale de la radiodiffusion télévision guinéenne en faveur des travailleurs de la première chaîne médiatique du pays. Une remise à niveau qui vise à renforcer les capacités rédactionnelles des journalistes de la RTG Coloma. La RTG, quand même, c'est le premier média de ce pays. Elle doit être constamment en questionnement. Elle doit faire en sorte que ses ressources soient qualifiées. C'est ce qui fait que nous nous sommes rapprochés du département pour que justement on puisse mettre à contribution le centre de perfectionnement du ministère de la Communication afin que nos journalistes puissent suivre de façon régulière de la formation là-bas, nos techniciens également. Mais cela, avant qu'on en arrive là, dans ce programme consolidé, nous avons estimé qu'il fallait quand même organiser ces ateliers au niveau des deux journaux. Et nous allons partir avec nos ressources, mais aussi celles du département, mais également de nos partenaires éventuellement qui s'intéressent au développement des médias en Guinée. Pendant 3 heures, les échanges ont porté sur les principes de traitement de l'information par un médium de service public, un traitement qui devrait répondre aux exigences de la ligne éditoriale dont l'essentiel porte entre autres sur la préservation de la paix et l'unité nationale ou encore la promotion des actions de développement. En plus bref, les acquis du gouvernement de la Troisième République étaient au centre d'une mission des membres de la mouvance présidentielle dans le sud du pays. En Zérékoré, ces cadres ont invité les populations locales à accompagner les projets de développement du professeur Alpha Condé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Enfin, une délégation de la Commission de développement du Parlement européen dans les locaux de la pharmacie centrale de Guinée, également la jeune chambre universitaire Conakry Trésor initie une campagne de dons de sang et la sous-préfecture de Yembéré, préfecture de Mali, dispose désormais d'une mosquée moderne. La Guinée en bref, c'est avec Younoussa Tawel Kamara. Le ministre algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est en séjour en Guinée. Après son tête-à-tête avec le ministre guinéen en charge de la sécurité, la délégation s'est rendue à l'école de police et de protection civile de Kagbeleng. Une manière pour ces autorités algériennes de s'enquérir des conditions d'apprentissage des policiers guinéens. Cette visite vient dans cet élan de volonté voulue par nos deux chefs d'État, le président Abdelaziz Bouteflika et le président Alpha Condé.
Je pense que c'est une visite qui va nous permettre de rattraper beaucoup de retard. Nous voulons être la locomotive pour cette nouvelle ère, pour cette nouvelle dynamique que nous voulons, d'abord pour nos deux secteurs, parce que c'est des secteurs qui affrontent beaucoup de défis, des défis en relation avec le terrorisme, des défis en relation avec cette mise à niveau en matière d'information, en matière d'échange d'informations, en matière d'utilisation de ces technologies nouvelles et qui sont tous en relation avec ces défis internationaux qui nous attendent. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec mon ami et frère, le ministre d'État en Guinée, ce n'est qu'une reprise dans cette continuité qui est attendue par tout le monde. Une délégation de la Commission de développement du Parlement européen dans les locaux de la pharmacie centrale de Guinée. Objectif, visiter les installations de la centrale d'achat pharmaceutique, mais également évaluer l'impact de l'appui du projet PASA financé par l'Union européenne sur la capacité de stockage de la centrale. Au terme des échanges avec le directeur général de la PCG, ces parlementaires européens promettent de faire des plaidoyers auprès des autres partenaires en vue de renforcer le système de chaîne d'approvisionnement des médicaments de la centrale. Servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. C'est le slogan de cette campagne de don de sang initiée par la jeune chambre internationale universitaire Conakry Trésor. Les centres universitaires de la capitale étaient les cibles de cette campagne. L'objectif, c'est de pousser les gens à donner leur sang, à dire qu'ils fassent un geste symbolique, qu'ils viennent faire aussi leur part dans cette édification d'un système de santé efficace. Alors on leur demande de faire un petit geste en donnant leur sang, parce qu'on a fait le constat qu'actuellement dans notre pays, il y a assez de gens qui meurent chaque jour par manque de sang, et on s'est dit pourquoi ne pas aller vers ces gens qui sont là et qui ont la volonté de sauver des vies et demander un petit geste symbolique. Sous les pieds du mont Kakoulima à Doubreka se trouve l'Institut de santé El Hadj Mohamed Gawara. Créé il y a seulement 3 ans, l'école forme les infirmiers d'État et les sages-femmes. Après la formation, ces agents techniques de santé bénéficient d'une série de stages dans les différentes structures sanitaires du pays. L'idée est d'offrir des soins de santé primaires de qualité aux communautés. Pour rentrer d'abord faire la santé, il faut avoir le niveau terminal. Et c'est des universitaires, des diplômés qui sont chez nous, qui ont fini les études, qui ne trouvent pas à travailler, mais qui viennent chez nous. Parce que dès que tu sors directement, tu as l'emploi. Ils étaient venus de l'intérieur et de l'extérieur de la Guinée, de toutes les 4 régions naturelles du pays, pour la réouverture de la grande mosquée de Yembéren, construite à la hauteur de plus de 4 milliards de francs guinéens, mobilisés par les fils résidents et ressortissants, avec l'appui de plusieurs autres bonnes volontés. La délégation gouvernementale était conduite par le secrétaire général des affaires religieuses. Le président de la République, professeur Alpha Condé, comme mandaté ici à Mali-Yembéren pour transmettre les salutations du chef de l'État et son premier ministre aux braves citoyens croyants de Fouta Djaloun en général, et le prêcher sur la cohésion sociale, la concorde, l'unité et surtout la stabilité, parce qu'il n'y a aucun développement sans stabilité. Cet édifice aujourd'hui s'ajoute aux nombreux édifices islamiques ici en Guinée qui contribuent à l'épanouissement de l'islam dans notre beau pays, la Guinée. Le président de la Chambre des entreprises publiques, des institutions bancaires, de crédit et d'assurance et des autres organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes n'est plus. Né le 7 juin 1947 à Sigiri, El Hadj Alpha Kabine Cissé est décédé le 10 avril 2018 à Paris. Il a participé à la publication du premier rapport annuel d'activité 2016 de la Cour des comptes. El Hadj Alpha Kabine Cissé s'en va, laissant derrière lui une veuve et 8 enfants.
C'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah.